Jean Asfeld, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Un papa de sang aux éditions Gallimard. Et ce livre nous ramène au terrible génocide qui a eu lieu en 1994 au Rwanda. Pour les plus jeunes, il faudrait peut-être rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là dans ce pays. Eh bien, dans ce village où je travaille et d'où vient le livre, entre le 11 avril à 11 heures du matin et le 14 mai à 14 heures, 50 000 Tutsis, sur une population de 58 000, ont été tués à la machette tous les jours de la semaine, même le dimanche, de 8 heures à 15 heures. Et sur l'ensemble du pays, même si les statistiques sont encore imprécises, on pense qu'il y a environ 800 000 à 900 000 personnes qui ont été tuées, pour l'essentiel avec des lames, c'est-à-dire machettes, couteaux et haches, c'est-à-dire une densité, une intensité de travail sanguinaire qu'on n'a jamais connue précédemment dans l'histoire. Pourquoi a-t-on tué ces gens? Pour quelle raison? C'est un génocide, c'est donc une histoire qui traîne son mystère, son interrogation. On n'arrive pas à comprendre l'idée de l'extermination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la communauté Hutu, emmenée par des tueurs, a voulu éradiquer du pays parce qu'elle l'avait diabolisé pour des raisons assez inexplicables et en tout cas pas écoutables, une autre partie de la population Tutsi. Alors vous avez consacré de très nombreuses années à cette tragédie, 5 livres et le dernier livre donc c'est Un papa de sang. Et alors cette fois-ci, ce ne sont pas les témoins, que l'on rencontre dans votre livre, ce sont les enfants, de ceux qui ont participé d'un côté ou d'un autre, ou qui ont été les victimes bien évidemment, de cette tragédie. Voilà, c'est tout à fait ça. Ce sont des jeunes donc qui ont entre 16 et 23 ans, qui n'ont pas vu le sang des machettes, mais qui ont vécu avec cela dans leur enfance d'abord, puis leur adolescence. Ce sont, comme vous disiez, les jeunes, des enfants de gens qui ont participé à mes précédents livres, donc ils peuvent être les enfants de Innocent, les enfants de Sylvie, qui sont des rescapés Tutsis, ou des enfants de Bitero, ou des enfants d'Alphonse, qui ont été des grands tueurs, dont certains sont encore en prison, et que j'ai vu grandir, parce que cette histoire dure depuis maintenant 16 ans, enfin mon histoire avec ce village dure depuis à peu près 16 ans, et donc j'ai vu la petite Sandra, je l'ai connue à 3 ans, maintenant c'est une grande Liane de 20 ans, j'ai vu le jeune Jean-Pierre, j'ai vu la jeune Immaculée, je les ai vus grandir, je me suis toujours un petit peu posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire, malgré leur silence, malgré leur retrait, qu'est-ce que ça voulait dire que de vivre avec ça comme héritage, et qu'est-ce que ça voulait dire pour un enfant, puis pour un adolescent, d'avoir telle personne pour parents. Parce qu'en fait, c'est un livre d'abord sur l'héritage, mais aussi un livre sur les parents. Qu'est-ce que c'est qu'un papa quand il a tué, on sait qu'il a tué à s'en casser les bras et qu'il est en prison, mais qu'il est votre papa et qui vous a fait le don de ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est-à-dire la vie. Il vous a donné la vie, il vous a donné cette semence qui fait que vous existez, et à la fois, vous savez, parce que vous cueillez des racontars, pour employer leur expression, vous cueillez des racontars et vous savez que votre papa est accusé, soupçonné de choses terribles. Voilà. Donc, et puis, c'est aussi qu'est-ce que c'est que vivre avec une maman dont on sait qu'elle a vécu comme ça, comme un animal dans les marais, toute nue, à s'épouiller et à courir ou à se cacher dans la boue toute la journée. Et qui aujourd'hui en porte encore les stigmates, les traces, quelquefois un peu, j'emploie pas souvent le mot traumatisme, enfin des chocs émotionnels qui peuvent s'effondrer en larmes, etc. Ou qu'est-ce que c'est que vivre dans une famille où il n'y a pas les grands-parents? Il n'y a pas les grands-parents pour raconter des histoires extraordinaires, il n'y a pas le papa parce qu'il a été tué, il y a... Alors voilà, c'était un peu ça que j'avais dans un coin de ma tête pendant toutes ces années où je travaillais sur d'autres livres. Est-ce que ces adolescents dont, les parents ont été, des bourreaux, haïssent, ceux qui leur ont donné vie? Non, ils sont incapables de cela, et peut-être qu'en cela, ils se distinguent de ce que peuvent être des jeunes Européens ou dans le monde occidental. Ils sont trop respectueux et trop reconnaissants
de ces gens, le papa et la maman, qui leur ont donné leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est irréductible dans leur tête. Alors, ils peuvent, selon les uns et les autres, parce qu'ils sont différents, la jeune Fabiola n'est pas pareille que le jeune Jean-Pierre, etc. Ils peuvent avoir des attitudes différentes par rapport à l'expression qu'ils peuvent avoir, les reproches ou pas les reproches, l'attitude critique qu'ils peuvent avoir, mais ils sont inébranlablement amoureux de leurs parents. Ils aiment leur papa, ils aiment leur maman. Ils ont quelquefois des phrases assez naïves. Ils le voient, par exemple, cette jeune Fabiola qui voit son papa depuis 1996 en prison, tous les mois, parce qu'il n'est toujours pas sorti. Elle le voit comme un homme jovial, elle le voit comme un homme bon, parce qu'il se conduit d'une manière bonne et joviale à son égard. Par ailleurs, elle sait très bien que s'il a été condamné à mort, transformé en perpétuité, ce n'est pas pour rien. Elle ne nie pas, elle n'est pas dans le déni et dans le négationnisme, mais elle est partagée entre deux sentiments qui l'empêchent de porter un regard critique et réprobateur, comme on a pu le voir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans la société allemande, par exemple. Mais ce qu'on voit bien aussi, c'est que ces adolescents, dans leur enfance, ont subi un certain nombre de brimades. Ils le racontent. Oui, il le raconte et il le raconte d'une manière assez émouvante. Ça, le livre commence d'ailleurs par les récits du jeune Jean-Pierre qui, sur le chemin de l'école, essuie des crachats. Il a 7 ans et il raconte qu'il doit courir et zigzaguer ou se cacher derrière les broussailles parce qu'on lui crache au visage. Et il ne sait pas bien pourquoi on lui crache au visage, parce qu'à 7 ans, on devine, mais on ne sait pas encore. Et il revient chez lui, il pose la question à sa maman, consolée, et sa maman consolée est incapable de raconter. Parce que c'est ça aussi qui est assez fort dans ces récits, qui sont d'ailleurs exprimés dans une langue magnifique, mais enfin, dans ces récits, c'est que l'histoire familiale est totalement différente si on est dans une famille Tutsi, où elle peut être assez explicite, elle peut être précise et elle peut être surtout sereine. C'est-à-dire que des parents de rescapés peuvent, à un moment donné, voir leurs enfants et dire: «Voilà ce qui s'est passé, voilà, vous êtes des Tutsis, l'histoire des Tutsis, c'est ceci, l'histoire de 1994, c'est cela, et voilà ce qui nous est arrivé». Ce qui est tout à fait impossible dans les familles Hutus, où on nage, enfin on zigzague entre le mensonge et le silence. Ce qu'il faut dire à propos de ce livre, c'est que Jean-Seul, vous êtes journaliste, grand reporter, souvent distingué par des prix littéraires, et que dans votre livre, évidemment, les mots prononcés ou un grand nombre de mots prononcés par ces jeunes témoins sont des mots que vous avez d'une enregistrés, mais que, ça n'est pas ce ne sont pas des témoignages bruts. Il y a quelque chose à la fois de littéraire chez eux et chez vous, je dirais. Voilà, il fallait être à la hauteur de leur langue qui est magnifique parce que c'est une langue, métaphorique, imagée, extrêmement précise qui redonne un sens originel aux mots du français, à la fois un peu désuet quelquefois, ça peut être très 19e siècle et cetera, teinté de belgisme et cetera. Mais il a fallu pour moi surtout, créer un univers littéraire, c'est-à-dire créer une atmosphère dans laquelle, je ferai rentrer un lecteur, je tenterai de faire rentrer un lecteur en l'emmenant par la main, où il rencontrerait des personnages qui sont des personnages bien réels, parce que c'est Fabiola, c'est Immaculée, c'est Ange, etc., mais qui deviennent quand même des personnages littéraires, parce que dès qu'ils sont transformés par l'écrit, ils sont transformés. Donc voilà, je fais comme tout écrivain, qu'il soit écrivain de fiction ou pas, mais les anglophones sont beaucoup moins formels là-dessus. Je fais comme tout écrivain, j'essaye de faire rentrer dans un univers des lecteurs. Vous avez, je le disais tout à l'heure, consacré 5 livres à ce génocide. Hem, il y a quelque chose de terrible. Est-ce que, ce génocide, quand vous avez été confronté dès le début, à tout cela, est-ce que ça n'a pas pu vous quitter? Est-ce que ça ne vous quitte pas encore, et c'est la raison pour laquelle vous essayez de vous expliquer à vous-même ce qui s'est passé? Voilà, il y a 2 choses qui se mêlent, à la fois que toutes les questions apportent des réponses qui suscitent de nouvelles questions. C'est-à-dire que c'est sans fin puisqu'on n'a pas les vraies réponses. Comment c'est possible? Comment on peut imaginer que des voisins, du jour au lendemain, prennent des machettes et exterminent, voilà, leurs amis, leurs copains, leurs collègues, leurs fiancés quelquefois ou leurs épouses, c'est arrivé. Donc ça, on n'a pas de réponse à cela. On a des réponses au lendemain des guerres, mais on n'a pas de réponse au lendemain des génocides. Donc on est toujours dans une perpétuelle, question-réponse sans fin.
fin qui fait que ça devient un peu obsessionnel. Je reconnais qu'il y a un côté un peu obsédant dans cette histoire, mais il y a aussi le plaisir de l'écriture, enfin le plaisir littéraire de faire ces livres. Je n'aurais pas pu, cette histoire m'aurait été trop dégoûtante et trop repoussante si elle n'avait pas été accompagnée par le plaisir d'écrire, quoi. Jean Asphalt, une dernière question. Est-ce que ces enfants peuvent se projeter dans l'avenir? Ils se projettent d'une manière assez étonnante, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus marqués que je l'avais imaginé. Je pensais qu'ils arriveraient plus facilement à tourner la page ou à tenter de tourner la page et en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont, fidèles à l'histoire familiale d'une manière très, très, très forte. Mais il n'est pas question d'une réconciliation entre ces enfants. Enfin, vous l'écrivez, vous le dites, enfin, Il n'y est vous pas le disent, il n'en est absolument pas entre question. une jeune ou un jeune Hutu ou un jeune ou une jeune Tutsi, il n'y a Non. pas À la de, question, par exemple, de pas de mariage, l'amour, voilà, à pas de la question compagnonnage possible. On non. parle de tout sauf de ça. Voilà. Par exemple, à la question de l'amour, ils sont tous unanimes pour dire qu'ils n'envisagent pas une histoire amoureuse avec un jeune de l'autre ethnie. Et à la question de est-ce que vous en parlez quelquefois ensemble, ils sont tous unanimes pour dire que ça ne leur est jamais arrivé. Entre Tutsis, oui, entre Hutus, non. Mais entre jeunes d'une autre ethnie, ils n'en parlent jamais. Merci beaucoup, Jean Asfeld, pour ce livre, une fois encore, très, très émouvant. Je rappelle que, je ne l'ai pas dit, donc je ne le rappelle pas, je le dis pour la première fois que ce livre a été sélectionné donc pour le prix Goncourt et qu'il est publié donc aux éditions Gallimard. Merci infiniment, Jean Asfeld. C'est moi qui vous remercie.